Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour me présenter brièvement, mon nom est Yannick van der Borck, je suis wallon, mais je ne vais pas vous parler du CETA aujourd'hui. J'ai travaillé depuis quelques années déjà sur la question de l'allocation universelle, notamment avec mon collègue Philippe Van Parijs. Et nous avons publié en 2005 un petit livre, un repère à la découverte qui s'appelle donc l'allocation universelle. Nous avons également achevé un nouveau livre sur le sujet qui paraîtra au printemps 2017, mais qui est en anglais, Basic Income, le revenu de base. Voilà. Alors, évidemment, la question qui nous était posée était la suivante. Ça vient d'être rappelé par Christophe. Peut-on justifier l'instauration d'un revenu d'existence? Ma réponse est évidemment oui, tout en disant qu'il n'est pas facile d'étayer cette réponse de façon détaillée en 10 minutes. Notamment parce que depuis que l'idée est apparue, déjà à la fin du XVIIIe siècle, on a vu apparaître toute une série de justifications qui vont de justifications, disons, de justifications de type marxiste, socialiste, certainement au XIXe siècle, jusqu'à des justifications néolibérales ou des justifications écologistes. Par ailleurs, on a aussi des justifications que je qualifierais de justifications très pragmatiques versus des justifications qui sont beaucoup plus normatives, fondées sur une théorie cohérente de la justice. Par exemple, si on prend un exemple du côté des néolibéraux, Milton Friedman, qui a défendu le revenu d'existence, qu'il appelait l'impôt négatif dans les années 60-70, le défendait vraiment pour des raisons pragmatiques. Pour Friedman, l'idéal d'une société juste, c'est certainement pas une société dans laquelle l'État garantit une sécurité économique minimale à chacun. Simplement, il constatait toute une série d'effets pervers des programmes sociaux qui, d'après lui, étaient contre-productifs, qui créaient de la dépendance. Et le revenu d'existence, c'était pour Friedman une façon de se débarrasser à peu de frais de programmes sociaux inefficaces et contre-productifs. Ici, moi, je prendrai le parti inverse. Je vais vous proposer la justification normative, c'est-à-dire fondée sur une conception plausible de la justice, qui me semble être la plus attractive pour défendre le revenu d'existence. Et cette justification, c'est celle que j'appellerai ici, à la suite de beaucoup d'autres, évidemment, la justification libérale égalitaire. Libérale égalitaire, bien sûr, justification normative, ce qui ne veut pas dire que je trouve que les justifications plus pragmatiques sont sans intérêt. Je pense qu'on en reparlera certainement, par exemple à propos des effets pervers des systèmes d'assurance et d'assistance. Mais je vais essayer de me concentrer sur une justification peut-être un peu plus abstraite, peut-être un peu plus philosophique. Alors, premier élément, donc, la liberté. Clairement, il me semble que la défense, la justification la plus sérieuse et la plus attractive du revenu d'existence s'inscrit dans une perspective libérale, au sens fort et au sens politique du terme, même si souvent, plus souvent en France d'ailleurs que partout ailleurs, l'expression libérale effraie. Libérale au sens politique, au sens fort du terme, au sens donc aussi où un socialiste peut et doit, à mon avis, être libéral. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que cette justification n'est pas guidée par ce qu'on pourrait appeler une conception spécifique de la vie bonne, de ce qu'est une vie réussie. Alors c'est évidemment un aspect du débat sur l'allocation universelle qui gêne beaucoup ceux qui, à droite comme à gauche, estiment qu'une vie bonne, une vie réussie, c'est une vie laborieuse. C'est une vie dans laquelle l'éthique du travail est centrale. C'est une société dans laquelle ceux qui s'écartent de cette vie laborieuse, de cette éthique du travail, doivent être sanctionnés, moralement ou même parfois financièrement. Et ça, c'est une conception ici qui est fondée sur une idée, on pourrait dire, de réciprocité. Finalement, il n'y a pas de droit sans devoir, il n'y a pas de revenu possible sans obligation, et donc sans obligation de contribuer en échange d'un transfert. Alors je pense que le perfectionnisme en général est problématique, mais je n'aurai pas le temps d'évoquer ça. Mais cette vision perfectionniste est très problématique à plusieurs égards. Je prends une seule raison pour laquelle cette vision-là est plus particulièrement problématique d'après moi. Il y en a bien d'autres. Si on prend au sérieux l'idée de réciprocité, c'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument éviter les passagers clandestins, ceux qui profitent sans contribuer, alors il faut reconnaître qu'un nombre extrêmement important de personnes qui aujourd'hui
dans nos sociétés accomplissent des tâches essentielles, n'en retirent absolument aucun revenu et n'ont donc aussi, du coup, aucune indépendance financière. Et on pense ici, évidemment, surtout, pas exclusivement, mais surtout, à ceux et à celles qui s'occupent de personnes dépendantes dans le cadre domestique, et en particulier de ceux qui s'occupent des enfants. Et donc, dans ce cas-là, si on tient à la norme de réciprocité dans cette vision perfectionniste, qui sont vraiment les passagers clandestins? Est-ce que ce sont celles qui ne tirent aucun revenu de leur activité ou ceux qui retirent un salaire d'une activité rémunérée sur le marché en profitant du travail non rémunéré des autres? Alors ma défense du revenu garanti, du revenu de base, du revenu d'existence n'est donc pas guidée par une vision spécifique de la vie bonne, ni par une idée de la justice en termes coopératifs, mais par une conception de la justice distributive, qui vise, et j'insiste fortement sur ce point, qui vise à garantir un égal respect pour toutes les conceptions de la vie bonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est peut-être un peu trop abstrait, mais l'idée est la suivante. Nous vivons dans des sociétés pluralistes, des sociétés qui sont caractérisées par une grande diversité des conceptions du bien. Nous avons tous nos propres conceptions de ce qu'est une vie réussie. Mais nous vivons aussi dans des sociétés capitalistes, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles il est absolument impossible de poursuivre sa conception de la vie bonne sans un minimum de sécurité matérielle, sans un minimum de base matérielle. Et donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est de réfléchir à la meilleure façon de distribuer équitablement les bases matérielles de la liberté individuelle. Distribuer équitablement les bases matérielles de la liberté individuelle. À partir du moment où ces bases matérielles sont garanties, on peut réfléchir à une éthique de la coopération, à une éthique de la réciprocité, mais sur des bases matérielles qui soient minimalement équitables. Alors évidemment, la question de la distribution équitable, elle est complexe, mais quelle que soit la manière dont on traite de cette question de la distribution équitable de la liberté ou des bases matérielles de la liberté, on est amené à regarder les programmes sociaux. On est amené à regarder nos politiques sociales telles qu'elles existent aujourd'hui et telles qu'aujourd'hui, elles tendent à pénaliser les plus défavorisés. Aujourd'hui encore, on voit très bien qu'un grand nombre de bénéficiaires de programmes sociaux, et en particulier d'assistance sociale, de revenu minimum en l'occurrence en particulier, sont encore souvent soumis à l'arbitraire de la bureaucratie, à l'arbitraire de décisions dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. On a encore souvent l'impression qu'ils font appel, quand ils font appel à l'aide publique, c'est une affaire de charité, alors que c'est évidemment une affaire de justice. On m'a d'ailleurs dit que, je ne l'ai pas encore vu, que le film de Ken Loach, le dernier film de Ken Loach qui vient de sortir sur nos écrans, traite de cette question et offre une illustration frappante de ce fait. Autrement dit, aujourd'hui encore, il y a beaucoup moins de liberté dans le bas de l'échelle des revenus. Et donc, je pense qu'un vrai libéral au sens fort du terme, ne peut pas évidemment se contenter de vivre dans une société dans laquelle la liberté est réservée aux plus riches. Et donc, le revenu garanti, et c'est le premier élément, liberté, et puis j'en viens à l'égalité pour terminer. Le premier élément à bien retenir, à mon avis, c'est que le revenu d'existence, c'est bien plus qu'un instrument de lutte contre la pauvreté, ou un nouvel instrument de lutte contre la pauvreté. C'est un instrument de liberté, c'est un instrument d'émancipation, qui fournit les bases matérielles de la liberté réelle, et qui essaye de maximiser cette liberté réelle pour ceux qui en ont aujourd'hui le moins. Alors j'en reviens, parce que j'ai déjà évoqué en réalité, et les deux sont très connectés, à la deuxième composante de la justification libérale égalitaire, qui est évidemment l'égalité. Donc j'espère que l'aspect libéral apparaît assez clairement aux yeux de tous, mais je crois qu'il faut bien comprendre son aspect égalitariste également, parce qu'il y a une façon qui est très triviale de comprendre le caractère égalitariste du revenu d'existence, et c'est une façon qui consiste à dire, bah oui, évidemment, c'est égalitaire puisque vous donnez le même revenu à tout le monde. C'est évidemment strictement égalitaire en ce sens-là. Le même montant est payé à tous, mais évidemment, c'est une façon, je crois, qui est très superficielle de comprendre ce qu'est le revenu garanti aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça revient à comprendre l'introduction du revenu d'existence comme visant à égaliser les résultats. Alors que ce qui nous préoccupe, en tout cas ce qui me préoccupe, c'est d'égaliser les chances, les opportunités, bien plus que d'égaliser les résultats. Égaliser les chances de quoi? Pour aller vite, de poursuivre sa conception de la vie bonne.
Alors, l'objectif, c'est bien d'accroître la liberté réelle de tous, de fournir inconditionnellement un accès aux bases matérielles de cette liberté. Mais l'objectif, ce n'est pas d'égaliser ce que chacun obtiendra en faisant usage de cette liberté. Donc ça, c'est un premier point essentiel, à mon avis, en matière d'égalité. Le but n'est pas d'égaliser ce que chacun obtient en faisant usage de sa liberté, mais c'est d'égaliser une forme d'accès aux bases matérielles nécessaires à l'exercice de cette liberté. Un deuxième élément qui me paraît également extrêmement important, c'est peut-être de revenir au fondement même du débat sur le revenu d'existence, déjà à la fin du XVIIIe, quand l'idée est formulée pour la première fois, notamment par Thomas Paine, par d'autres ensuite, également au XIXe siècle dans la tradition socialiste, les défenseurs du revenu d'existence insistaient beaucoup sur l'idée que ce revenu d'existence était une forme de compensation pour l'appropriation privée des ressources naturelles, pour le fait que ces ressources naturelles qui constituent pourtant le bien commun de l'humanité sont appropriées par certains individus qui en tirent un profit considérable, ou par certains groupes sociaux. Et donc, il s'agissait pour eux de distribuer, c'est plus que redistribuer, c'est vraiment distribuer une part égale de ce bien commun à tous, sans condition. Alors évidemment, si on y réfléchit un instant, et si on réfléchit un instant au fonctionnement concret de nos économies aujourd'hui, il apparaît très vite qu'il n'y a pas que la nature, les ressources naturelles, la terre par exemple, qui nous est donnée et dont certains tirent plus profit que d'autres. Nos économies, elles produisent de multiples dons. Elles produisent de multiples autres dons qui sont incorporés de façon très inégale dans nos revenus. Alors l'essentiel de nos revenus, de ce point de vue-là, l'idée c'est que l'essentiel de nos revenus, y compris du mien, ne vient pas de nos efforts personnels, de notre mérite individuel, mais vient de l'interaction complexe de différentes circonstances, plus ou moins favorables, qui sont extérieures à notre volonté, et qui nous permettent plus à certains qu'à d'autres, de tirer parti, de tirer profit de ce bien commun, de cet héritage commun, notamment, pas seulement des ressources naturelles, mais aussi de technologie, de savoir-faire, de tout ce qui a été accumulé par les générations précédentes. Par exemple, évidemment, la génération dans laquelle nous naissons va affecter très fortement notre pouvoir de gain au cours de l'existence. Bien sûr, l'endroit où nous naissons, la famille dans laquelle nous naissons, l'éducation que nous allons recevoir, les personnes que nous allons rencontrer, la langue maternelle que nous allons parler. Naître anglophone aujourd'hui, par hasard, c'est un privilège considérable sur le marché. Les réseaux dans lesquels on va pouvoir s'insérer. Tout ceci, on le reçoit essentiellement par hasard, ou plutôt certains reçoivent ceci par hasard, ou en reçoivent une part plus importante que les autres, et ça influence très fortement leur niveau de revenu. Et ce que fait le revenu d'existence finalement, c'est donner à chacun une part de cet héritage commun, inconditionnellement, donner à chacun une part égale, une sorte de droit de tirage sur l'héritage commun, qui serait évidemment, idéalement, la plus élevée possible. Et donc ce que fait le revenu d'existence, et je conclurai par là, c'est reconnaître le caractère fondamentalement social de la production. C'est-à-dire que l'idée centrale est que la production de richesse aujourd'hui n'est pas d'abord et avant tout une question d'effort et de mérite individuel, mais une question de mise en réseau, une question sociale. Et évidemment, c'est en cela que reconnaître le caractère social de la production, c'est en cela évidemment que la défense du revenu d'existence que je propose ici peut aussi être interprétée comme une défense socialiste au sens propre du terme. Voilà, donc je crois qu'il faut bien comprendre que l'introduction d'un revenu de base, d'un revenu d'existence, ne consiste pas à transférer des ressources, à redistribuer des ressources des plus productifs, des plus talentueux, des plus méritants, vers les non-méritants, les pauvres, les plus défavorisés, c'est-à-dire ceux qui le sont par paresse, par faiblesse de la volonté, etc. Non, il s'agit de corriger la distribution inéquitable des dons qui sont générés par nos économies. Et donc, de ce point de vue-là, je le répète, ce n'est pas un prolongement de la charité, mais c'est vraiment une question de justice. Voilà, je vous remercie.